Ma fille a dissimulé les preuves que ma femme me trompait. Par erreur, elle m'a envoyé un message. « Maman, tu vas mieux avec ton patron ? Papa n'est pas assez intelligent pour s'en rendre compte. J'espère que tu t'amuseras bien pendant le voyage. » C'était au moment où ma femme m'avait dit qu'elle partait en voyage d'affaires. Ce qui s'est passé ensuite a été assez inattendu. On me qualifiait souvent de fiable. Ma femme, ma fille, même mes collègues de travail, tous le disaient comme s'il s'agissait d'une médaille d'honneur. Quelque chose d'admirable. J'étais le genre d'homme qui n'oubliait jamais les anniversaires, qui payait toujours l'hypothèque en avance, qui traversait la ville à minuit pour démarrer la voiture du voisin. Mais je ne voyais pas cela comme une vertu. Je le voyais comme de l'amour. Un amour silencieux, constant, sans glamour. Peut-être est-ce pour cela que je ne l'ai pas vu venir. Peut-être étais-je tellement occupé à être le roc que je n'ai pas remarqué comment les gens ont commencé à marcher sur moi comme si j'étais une partie du décor. Je m'appelle Alex, et pendant 22 ans j'ai été mari et père, avant d'être quoi que ce soit d'autre. J'ai rencontré Teresa quand nous avions tous les deux 25 ans. Elle était vive, ambitieuse, belle dans ce style d'exécutive parfaitement soigné. Moi, j'étais plutôt le gars en coulisses, spécialiste en informatique de profession, bricoleur par nécessité. J'aime réparer les choses. Teresa aimait accomplir des choses. Au début, ça fonctionnait. Nous avons acheté une maison. Nous avons eu notre fille 1 an plus tard et nous avons construit ce que la plupart appelleraient une vie stable. Je m'occupais des routines du matin, préparais les déjeuners, nettoyais les gouttières et n'oubliais jamais de récupérer ses vêtements au pressing. C'était moi, celui qui maintenait tout ensemble. Teresa a commencé à grimper les échelons dans son agence de marketing et j'ai soutenu chaque soirée tardive, chaque séminaire de week-end, chaque dîner urgent avec des clients sans jamais rien remettre en question. Quand Jen est arrivée au lycée, Teresa gagnait déjà plus que moi et je ne me sentais pas menacé. J'étais fier. Elle était brillante. Jen avait hérité cela d'elle. Ambitieuse, astucieuse, toujours 3 coups en avance sur tout le monde. Ça ne me dérangeait pas de rester en second plan. Si elle brillait, cela signifiait que j'avais bien fait mon travail. Mais les choses ont commencé à changer subtilement. Vers la 2e année d'université de Jen, Teresa a commencé à faire davantage de voyages d'affaires. Elle me prévenait toujours à la dernière minute. Elle mentionnait toujours une présentation importante ou une session stratégique qui ne pouvait pas attendre. Au début, je n'y ai pas trop réfléchi. Le travail était exigeant. C'est ça, le succès, non? Mais ensuite est venu le secret. Téléphone verrouillé, nom d'hôtel vague, réponse tardive, nouvel abonnement à la salle de sport qu'elle n'utilisait jamais, vêtements neufs que je ne voyais jamais au bureau. Pourtant, je ne voulais pas y croire. J'attribuais cela au stress, à la crise de la quarantaine, même à la ménopause, n'importe quoi sauf une trahison. Je me répétais que ce n'était qu'une mauvaise passe, que si je restais solide, elle reviendrait vers moi. J'ai même réservé un week-end romantique, juste nous deux. Mais elle m'a dit qu'elle avait un séminaire de leadership ce même week-end. J'ai annulé mes plans, l'ai embrassé sur le pas de la porte et lui ai dit de faire attention. C'est jusqu'où allait ma confiance. Je continuais à lui préparer des encas pendant qu'elle emballait ses mensonges. Quant à Jen, elle restait ma fierté. Même quand elle se rapprochait davantage du caractère de sa mère, langue acérée, impatiente face à la sentimentalité, je continuais à voir la petite fille que je berçais pour l'endormir. Elle rentrait pendant les vacances, me faisait une étreinte distraite et passait le plus clair de son temps en visio avec ses amis ou à faire du shopping avec mon argent. Ça ne me dérangeait pas. C'est à cela que servent les parents, non, à faciliter la vie de leurs enfants. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Je pensais que la loyauté allait de soi. En y repensant, il y avait des signes. Une fois, Jen a plaisanté en disant que maman avait un mari au travail. Quand je lui ai demandé ce que ça voulait dire, elle a ri. Elle a dit que j'étais trop vieux jeu pour comprendre. Une autre fois, elle m'a demandé si j'avais pensé à prendre ma retraite anticipée. « Tu as déjà fait ta part », m'a-t-elle dit. « Laisse maman porter le reste. » À ce moment-là, j'ai pensé qu'elle le disait pour mon bien. Maintenant, je me demande si elle insinuait que j'étais déjà obsolète pour elle. Une nuit, Teresa est rentrée d'une conférence et a oublié d'enlever son bracelet d'hôtel avant de dormir. Je l'ai remarqué quand elle s'est retournée, le bracelet en plastique brillant dépassant de sa manche. Je n'ai rien dit. J'aurais dû.
À la place, je l'ai observé longuement et je me suis dit que ce n'était pas ce que ça semblait être. C'était mon plus grand défaut, accorder aux gens le bénéfice du doute bien après qu'ils avaient cessé de le mériter. Ma routine n'a pas changé. Je continuais à remplir le frigo avec ses snacks préférés avant chaque voyage. Je continuais à glisser de petites notes dans sa valise comme je le faisais quand Jen était bébé. Je ne voyais pas l'érosion. Ou peut-être que si. Mais je continuais à la colmater avec la même foi aveugle avec laquelle j'avais construit cette famille. Celle qui dit « Si tu travailles dur et que tu aimes plus fort, tout restera soudé ». Je me souviens d'une nuit, réveillé à 2 heures du matin, fixant le plafond, me demandant si je m'étais trompé en choisissant un amour silencieux plutôt que celui qui exige d'être vu. Teresa n'a jamais dit qu'elle était malheureuse. Jeune non plus, mais peut-être que le silence est sa propre forme d'aveu. Puis est arrivé le message. Mais ça, c'est pour un autre chapitre. C'était un jeudi matin. Ce genre de calme qui ne semble pas paisible. Plutôt comme l'accalmie avant une tempête qu'on sent sans pouvoir la nommer. Je venais de m'asseoir dans mon bureau à domicile pour vérifier des tableaux Excel avant une réunion en milieu de matinée quand mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran en m'attendant à une notification bancaire ou à un spam. À la place, j'ai vu un message de Jen. Ce n'était pas inhabituel en soi. Elle m'envoyait des messages au hasard, généralement quand elle avait besoin d'argent ou avait oublié un mot de passe. Mais celui-ci n'était pas pour moi. « Maman, tu vas mieux avec ton patron ? Papa n'est pas assez intelligent pour s'en rendre compte. J'espère que tu t'amuseras bien pendant le voyage. » Ma main a tremblé en le lisant. J'ai cligné des yeux, pensant que je l'avais peut-être mal interprété. Peut-être était-ce une blague ou était-ce destiné à quelqu'un d'autre, mais mon nom y figurait. Et le pire, cette cruauté désinvolte au milieu, comme un poignard. Papa n'est pas assez intelligent. C'est ce qui m'a le plus brisé. Pas seulement la trahison, mais le mépris, la moquerie, comme si j'étais un personnage secondaire dans ma propre vie. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis à relire le message encore et encore. Chaque mot s'enfonçait plus profondément. Je l'ai regardé jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Puis je me suis levé. Je suis allé dans la salle de bain et je me suis jeté de l'eau froide au visage, comme si ça pouvait réinitialiser quelque chose. Mais rien n'a changé. Rien n'a amélioré les choses. Le message n'a pas disparu. Ma fille, ma propre chair, s'était rangée du côté de sa mère. Et pire, elle pensait que j'étais trop bête pour voir ce qui se passait. Elle se moquait de moi dans mon dos. Pendant l'heure suivante, je me suis effondré. J'ai vérifié les messages, les photos, les relevés de cartes bancaires. J'ai fouillé dans les mails de Teresa, ceux qui avaient été accidentellement synchronisés sur notre iCloud, partagés quand elle avait mis à jour son téléphone. J'ai trouvé une réservation dans un resort spa à Charleston. Elle m'avait dit qu'elle était à Phoenix. Une autre côte, un autre mensonge. J'ai ouvert des photos qu'elle avait gardées dans les brouillons. Elle pensait probablement les envoyer, mais ne l'a jamais fait. Selfies, photos devant le miroir, peignoir d'hôtel en dentelle, verre de vin et lumière de bougie. Pas la moindre mallette en vue. C'est à ce moment que le brouillard s'est dissipé. Ce n'était pas une histoire d'une seule fois. Ce n'était pas un écart, c'était quelque chose de calculé, répété et cruellement chorégraphié. Ma femme avait construit une seconde vie et ma fille, ma petite fille, le savait. Elle l'approuvait et pensait que j'étais trop maladroit, trop gentil, trop naïf pour le remarquer. Elle pensait que j'étais faible, et peut-être que je l'avais été, mais plus maintenant. Je n'ai pas confronté Teresa ce jour-là. Je ne pouvais pas encore. J'avais besoin de voir jusqu'où allait la pourriture. J'ai commencé à creuser comme un homme possédé. Relevé bancaire, registre d'appel, tag sur les réseaux sociaux. Elle avait publié une vieille photo à une porte d'embarquement des semaines plus tôt avec la légende « Toujours au travail », mais le terminal ne correspondait pas à celui qu'elle avait mentionné. J'ai examiné l'arrière-plan de chaque publication, zoomé sur les reflets, vérifié les horodatages. Ma propre femme était devenue une étrangère. Je devais l'enquêter comme une suspecte. Le lendemain, j'ai appelé Jen. J'ai essayé de garder ma voix calme. « Salut, ma chérie. Tu as eu des nouvelles de maman ? Elle dit que son téléphone est éteint pendant le séminaire. » Elle a hésité à peine 1 seconde, suffisamment pour me retourner l'estomac. « Oui, elle m'a écrit avant. Elle a dit que les sessions duraient plus longtemps. Tu sais comment sont ces séminaires. » J'ai hoché la tête en silence, le cœur battant fort. «
Et elle est à Phoenix, c'est bien ça? Oui, Phoenix. Son ton était rigide, tendu. Puis elle a vite changé de sujet. Pourquoi? Il se passe quelque chose? C'est là que j'ai vraiment compris. À quel point elle était fluide, prête à tout couvrir, me mentant en face comme si ça ne signifiait rien. Comme si le père qui payait ses frais de scolarité, son loyer et la chauffait chaque hiver avec de l'argent durement gagné n'était qu'un outil à manipuler. Je n'ai rien dit. Non, il ne se passe rien. Je voulais juste entendre ta voix. J'ai raccroché et je suis resté à fixer le plafond pendant 1 heure, les poings serrés. Elle ne savait pas que j'étais au courant. Ça me donnait l'avantage, mais ça me laissait aussi l'impression d'être sorti de mon propre corps et de regarder un homme s'effondrer en silence. Ce soir-là, je me suis servi un verre du bon whisky, celui que je gardais pour les anniversaires, et je me suis assis dans le noir. J'ai pensé à chaque souvenir, chaque petit déjeuner du dimanche que je préparais, pendant que Teresa dormait encore, chaque trajet à son cours de ballet, chaque robe de bal de fin d'année que j'ai payée, chaque frais de dossier universitaire que j'ai couvert. Rien de tout cela n'avait d'importance. Pas vraiment, parce qu'au final, quand la loyauté a été mise à l'épreuve, elles ont choisi la commodité. Elles se sont choisies elles-mêmes et m'ont laissé dehors. Je n'ai pas dormi. Mon esprit repassait sans cesse le message de Jen. Pas seulement les mots, mais le ton. C'est arrogant, méprisant. Papa n'est pas assez intelligent. C'est ce qui m'a tenu éveillé. Pas l'aventure, pas le mensonge, mais l'insulte, la supposition que j'étais un idiot qui ne comptait pas. Le lendemain matin, j'ai su ce que je devais faire. Je me souviens exactement du bruit que fit la porte du garage quand Teresa est rentrée. Un grognement lent suivi du claquement doux de son coffre et du roulement des roues de sa valise sur le béton. J'attendais dans la cuisine depuis presque 1 heure, feignant de boire un café froid tout en regardant l'entrée à travers les persiennes comme un homme sur le point d'affronter un voleur. Sauf que ce voleur ne volait pas d'argent. Il avait volé du temps, de la confiance, des années de ma vie. Elle est entrée comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas passé 3 jours à Charleston avec un autre homme. « Salut, chérie », a-t-elle dit naturellement, posant son sac sur le comptoir et s'étirant comme quelqu'un qui revient d'un stage de yoga, pas d'une rencontre secrète. « Le vol a été épuisant. J'aurais bien besoin d'une douche et d'une sieste. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai observée. J'ai étudié chaque mouvement, la façon dont elle évitait le contact visuel, la manière dont son sourire n'atteignait pas ses yeux. Avant, elle venait toujours m'embrasser sur la joue sans faute. Cette fois, elle est passée sans s'arrêter, comme si j'étais invisible, comme si je n'étais pas l'homme qui avait payé ce vol, l'homme à qui elle avait un jour promis d'aimer malgré tout. « Tu t'es amusé à Phoenix ?» ai-je finalement demandé, gardant la voix plate. Elle s'est figée pendant 1 demi-seconde, suffisamment pour se trahir. Puis elle s'est tournée vers moi avec ce sourire faux qu'elle utilisait quand elle sentait le danger. Ce n'était pas amusant. Les voyages d'affaires ne le sont jamais. Alex, tu sais ça. J'ai hoché lentement la tête. C'est curieux, parce que j'ai trouvé un reçu d'hôtel de Charleston et quelques photos, des photos que tu n'as jamais publiées, avec des verres de vin et de la dentelle. Ses lèvres se sont entr'ouvertes légèrement, mais aucun son n'en est sorti. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait essayer de maintenir le mensonge, tout nier, dire que j'étais confus, mais quelque chose dans mon visage a dû l'avertir de ne pas essayer. Ses épaules se sont affaissées. Ce masque de contrôle qu'elle portait toujours s'est fissuré juste devant moi. « Alex !» a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main. « Non, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit pour l'instant. » ai-je dit avec un calme trop tranquille, comme un homme parlant depuis le fond d'un puits. J'ai juste besoin d'une chose de ta part en ce moment, la vérité. Elle s'est assise lourdement sur le bord du canapé, bras croisés comme si elle se préparait à une tempête qu'elle avait elle-même créée. Ça a commencé l'année dernière, a-t-elle dit, les yeux fixés sur le sol. À la fête de Noël du bureau. J'étais ivre. Il était charmant. Au début, c'était une erreur. J'ai ri, vraiment ri. Ça m'a surpris moi-même. 1 an, un putain d'année entière. Et tu me laissais te préparer du café chaque matin, comme si tout allait bien. Je n'avais pas prévu que ça continue, a-t-elle murmuré d'une petite voix. C'est juste que lui me faisait me sentir vue.
Tu as été tellement distant, Alex. C'est la partie qui m'a fait le plus mal. Pas l'excuse, mais le fait qu'elle pense que ça rendait les choses meilleures. Comme si elle était la victime. Comme si être distant signifiait que je méritais d'être humilié. Je n'étais pas distant, ai-je explosé. J'étais épuisé de porter cette famille, de m'assurer que tu n'aies jamais à t'inquiéter de rien. Ce n'est pas de la distance, c'est de la dévotion. Elle a levé les yeux, les larmes brillant, mais je m'en fichais. Et Jen? Ai-je demandé doucement. Quel rôle a-t-elle joué dans ce cirque? Ses yeux se sont agrandis. Tu lui as parlé? Je n'ai pas répondu. Elle m'a écrit par erreur. Elle savait, Teresa. Elle l'encourageait. Et tu l'as laissé faire. Elle essayait juste de me protéger. Non, l'ai-je coupé net. Ne transforme pas ça en protection. Elle s'est moquée de moi. Elle m'a traité d'idiot. Elle savait qu'on me mentait et elle en riait. Ce n'est pas de la protection, c'est de la trahison. Teresa s'est alors effondrée, les larmes coulant rapidement. Mais je n'ai rien ressenti, ni pitié, ni colère, juste un étrange calme. Comme si quelque chose en moi avait enfin retrouvé sa place après avoir été tordu trop longtemps. C'est fini, ai-je dit en me levant. J'ai déjà parlé à un avocat. Les papiers seront prêts en fin de semaine. Tu recevras ce qui est juste, mais pas un centime de plus. Elle s'est aussi levée, désespérée maintenant. Alex, attends. S'il te plaît, ne laisse pas ça détruire tout. Ne jette pas 20 ans à la poubelle. C'est toi qui les as jetés, ai-je répondu. Une chambre d'hôtel à la fois. Cette nuit-là, j'ai fait une valise et je suis parti à l'hôtel. Je ne pouvais pas dormir dans la même maison. Je ne pouvais même pas m'asseoir sur le même canapé sans avoir la nausée. J'ai regardé le plafond de cette petite chambre rigide, revivant chaque moment de la confrontation. Et j'ai ressenti une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Elle ne m'avait pas seulement trahi, elle m'avait sous-estimé. C'était le péché impardonnable. L'homme silencieux, le papa, pas assez intelligent, avait enfin vu la vérité et n'allait plus se taire. Le lendemain matin, j'ai annulé les cartes de Jen, gelé le compte joint, lui ai envoyé un message court, froid, définitif. Tu es adulte maintenant. Comporte-toi comme tel. Ne me contacte plus. Puis je l'ai bloqué. Ça a fait l'effet d'une amputation, mais parfois le membre est trop malade pour être sauvé. J'ai toujours pensé que la paternité était permanente, qu'une fois devenu père, c'était un contrat scellé avec du sang et du temps, inaltérable, incassable. Mais assis seul dans cette chambre d'hôtel, regardant l'espace vide où se trouvait autrefois le contact de Jen, j'ai compris quelque chose qui m'a retourné l'estomac. La paternité peut être inconditionnelle, mais le respect ne l'est pas. Et quand ton propre enfant ne te respecte pas, ne valorise ta présence au-delà de ton portefeuille et de ton silence, tu cesses d'être un père. Tu deviens juste une ressource, un compte bancaire avec un nom propre. Le lendemain matin, après l'avoir coupé, Jen a saturé mon téléphone depuis des numéros bloqués et des comptes jetables comme une opératrice téléphonique. Les messages arrivaient les uns après les autres. Tu exagères. Ce n'est pas ma faute. Tu me fais plus de mal que tu ne le crois. L'un d'eux disait même « Tu es cruel ». Cruel. Moi, l'homme qui avait payé chaque voyage scolaire, qui avait passé des nuits à réparer ses projets de sciences, qui l'avait emmené à travers 3 États pour visiter des universités, qui n'avait jamais reçu un merci. Et maintenant j'étais cruel parce que je refusais de continuer à la laisser profiter de ma trahison. Elle a d'abord essayé la culpabilité, puis la manipulation. Elle a écrit à ma sœur, à mon cousin, même à mon ancien patron, pour qu'il me fasse entendre raison. J'ai reçu des messages vocaux de gens que je n'avais pas entendus depuis des années, soudainement inquiets pour ma santé mentale. Elle vendait l'histoire comme si j'avais une crise de la quarantaine, détruisant ma famille pour un malentendu. Mais j'avais la capture d'écran. Ces mots. Ce message arrogant trempé de trahison. Papa n'est pas assez intelligent. Cette vérité était maintenant un couteau que je gardais dans ma poche. Je le touchais chaque fois que le doute essayait de s'infiltrer. Je ne répondais à rien. J'ai changé de numéro et j'ai laissé le silence parler pour moi. C'était ce à quoi elle ne s'attendait pas. Elle pensait que je crierais, pleurerais, supplierais des explications. Mais la seule chose que je leur ai donnée, c'est de la distance. Et c'était plus brutal que n'importe quelle dispute. 1 semaine est passée, puis 2. Teresa a déménagé en silence après avoir signé les papiers. Sans adieu dramatique, sans excuses, juste des cartons,
du ruban adhésif et le bruit d'une porte qui se ferme pour la dernière fois. Elle a obtenu la moitié de la valeur de la maison et une petite partie des économies. Je n'ai pas été vindicatif, je voulais juste qu'elle parte. Je l'ai même laissé emporter les meubles de la chambre d'amis qu'elle détestait toujours. J'imaginais qu'elle pourrait s'asseoir sur ses coussins et réfléchir à tout ce qu'elle avait jeté. Jen, pendant ce temps, a continué sa spirale. Elle m'a envoyé un email depuis un nouveau compte, cette fois avec un ton différent, plus doux, presque plaintif. Je ne voulais pas te faire de mal. Maman était seule et je ne savais pas comment l'arrêter. S'il te plaît, ne renonce pas à moi. Et c'est là que la colère m'a vraiment frappé. Parce que pas une seule fois, elle n'a dit pardon pour avoir menti, pour avoir couvert, pour s'être moquée de moi. Ses excuses tournaient autour des conséquences, pas du remords. J'ai transféré l'email dans un dossier que j'avais créé uniquement pour ça. Sans réponse. Juste un cimetière numérique d'excuses et de manipulations. Un après-midi, mon ami Andre est passé à la maison. Il avait entendu ce qui s'était passé et contrairement à tous les autres, il n'est pas venu avec des conseils non sollicités. Il a juste apporté 2 bières, s'est assis sur ma terrasse arrière et a dit « Tu veux parler ou tu veux rester en silence ?» Nous sommes restés en silence. C'était la plus grande paix que j'avais ressentie depuis des mois. Il a finalement parlé. « Tu as fait ce que beaucoup d'hommes ne feraient pas. Tu n'as pas explosé. Tu es parti. C'est ça, la puissance, frère. » J'ai hoché la tête. Ça fait encore un mal de chien. Oui, a-t-il répondu. Mais la douleur fait partie de la désintoxication. Tu expulses 20 ans de mensonges de ton système. Cette phrase m'est restée gravée. Désintoxication. C'était exactement ça. Douloureux, lent, mais nécessaire. La semaine suivante, j'ai commencé une thérapie, pas parce que je m'effondrais, mais parce que je voulais m'assurer de ne pas porter cette blessure dans le prochain chapitre de ma vie. J'ai tout raconté à ma thérapeute. La trahison, le divorce, la culpabilité d'avoir coupé les ponts avec ma fille. Elle a écouté, hoché la tête, posé les bonnes questions. Quand je lui ai parlé du message, elle s'est adossée et a dit « Tu sais, ce message n'était pas seulement négligent, il était méprisant. Ce genre de mépris ne naît pas du jour au lendemain. Il se cultive, il s'enseigne. » Et là était la vérité que je ne voulais pas admettre. À un moment donné, Teresa avait appris à Jean à me regarder de haut, à me voir comme quelqu'un d'inférieur. Peut-être pas avec des mots évidents, mais avec des gestes constants. La façon dont elle balayait mes opinions, les blagues qu'elle faisait sur mon travail, le mépris subtil dans sa voix quand elle parlait de « la logique de papa ». Jen avait appris cela de sa mère et je l'avais laissé faire. Je l'avais permis par mon silence et ma générosité, mais c'était fini. Je ne serai plus jamais la note de bas de page de personne, ni de Teresa, ni de Jen, ni de quiconque. Les conséquences ne sont pas arrivées d'un coup. Elles sont venues par vagues lentes et cuisantes, chacune plus humiliante que la précédente. D'abord, il y a eu les murmures. Pas de confrontation directe, bien sûr, mais ce genre qui résonne derrière les portes fermées et dans les allées du supermarché quand ils pensent que tu es assez loin pour ne pas entendre. « Sam, tu as entendu qu'Alex a viré sa propre fille? » « J'ai entendu qu'il est amer parce que sa femme l'a quitté. » La vérité avait été déformée et tordue avant même de quitter mon quartier. J'étais passé d'homme stable et calme, dont tout le monde se fiait à père au cœur froid qui avait abandonné sa famille, et bien sûr, ils avaient eu de l'aide. Teresa n'a pas perdu une seconde pour diffuser sa version. Elle a publié un long message sur Facebook rempli de tristesse vague et de martyrs. Il y a des gens qui préfèrent tout perdre plutôt que de pardonner. J'aimerai toujours ma fille et je serai toujours fier d'elle pour m'avoir soutenu dans le moment le plus difficile de ma vie. C'était une publication parfaitement conçue pour susciter la sympathie, assez vague pour éviter les faits, mais assez tranchante pour blesser. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas répondu, j'ai juste lu les 100 commentaires en dessous. Amis, collègues, même des cousins éloignés offrant des prières, des cœurs et un soutien aveugle. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé et ne voulèrent pas le savoir. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est à quel point il était facile pour les gens d'avaler sa version. Ma nièce m'a unfollow. Mon ancien camarade d'université m'a envoyé un message passif-agressif. « Frère, j'espère que tu ne laisses pas la colère guider tes décisions.
Même ma propre mère, que Dieu bénisse son cœur fragile, m'a demandé si je ne pourrais pas m'asseoir avec Jen et en parler. Je pouvais entendre le jugement silencieux dans sa voix, comme si c'était moi qui avais tout gâché, comme si je n'avais pas passé des années à être le seul à soutenir les fondations de cette famille. Ce que personne ne semblait comprendre, c'est que je ne cherchais pas la vengeance. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé, je n'ai pas essayé de punir qui que ce soit. Je suis simplement parti, j'ai retiré mon amour, mon argent et mon temps. Les trois choses qu'elles avaient toujours prises pour acquises. Et d'une certaine manière, ça m'a transformé en le méchant. Tout a empiré 2 semaines plus tard quand Jen a publié un TikTok. Oui, un TikTok sur le fait d'être abandonné par la personne qui est censée t'aimer le plus au monde. Musique triste, capture de mes messages où je la coupais, et même une photo de nous deux quand elle était petite. Moi la tenant sur mes épaules dans une foire. La légende disait « Il a abandonné avec moi ». Je suppose que je n'ai jamais vraiment été sa priorité. Cette vidéo a explosé. Des milliers de likes, des commentaires d'inconnus disant à quel point elle était courageuse, disant que je ne la méritais pas, et malgré tout, je n'ai toujours pas répondu. Je me suis assis dans mon salon et j'ai regardé cette vidéo en boucle. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était une exécution publique de mon caractère, mon visage, ma paternité, réduit à du contenu. Et elle savait que la narration serait en sa faveur parce que les gens adorent les histoires de filles blessées. Elles sont propres, émotionnelles, faciles à digérer. Personne ne veut entendre l'histoire du père trahi qui a finalement décidé de dire non. Cette histoire est trop compliquée. André est repassé à la maison le soir où la vidéo est devenue virale. Il a apporté du whisky cette fois, celui qu'on ouvre seulement quand on a vraiment eu une très mauvaise journée. Nous nous sommes assis sur le porche, notre thérapie officieuse, et nous avons passé la bouteille comme 2 vieux regardant la fin du monde. « Je l'ai vu », a-t-il dit. Pas besoin de préciser la vidéo. J'ai hoché la tête. Elle transforme sa douleur en like. Il a incliné la bouteille vers moi. Tu sais ce qu'il y a de plus triste? C'est qu'elle n'y croit même pas vraiment. Mais elle a besoin d'être la victime pour pouvoir dormir la nuit. J'ai dégluti. Je l'ai élevée pour qu'elle soit honnête. Du moins, c'est ce que je pensais. André s'est adossé et a soupiré. Tu l'as élevée du mieux que tu pouvais. Mais sa mère lui a appris à survivre en mentant. Et maintenant elle est meilleure à ça qu'à être une bonne personne. Je n'ai rien répondu. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Ce week-end-là, ma sœur est enfin venue en personne. Elle s'est assise sur le même canapé où Teresa feignait de m'aimer et a essayé de raisonner avec moi comme si j'étais un adolescent têtu. « Alex, je comprends que tu sois blessé. Vraiment. Mais Jen reste ta fille. » Je l'ai interrompue, la voix ferme comme un juge prononçant une sentence. C'était ma fille. C'est une femme adulte maintenant et elle a choisi. Mais le sang ne te rend pas loyal. Au contraire, ça rend la trahison encore plus douloureuse. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que j'étais enfin en train de devenir quelqu'un qui se protégeait lui-même. Et ça ne correspondait pas à la narration qu'ils avaient tous construite sur moi. Le mari docile, le père indulgent, l'homme qui absorbait chaque coup avec un sourire, mais je n'étais plus cet homme et je n'allais pas redevenir cet homme. Cette nuit-là, j'ai supprimé toutes les photos de Teresa de mon téléphone. Pas dans un accès de colère, juste comme une fermeture silencieuse. J'ai laissé celles de Jen. Je n'ai pas pu les effacer complètement, mais je les ai mises dans un dossier caché où je ne les verrais que si je les cherchais. Ça m'a semblé juste. Elle n'était pas partie, mais elle n'était plus la bienvenue. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi les 2 yeux fermés. Les mois ont passé comme des saisons auxquelles je n'appartenais plus. L'automne a laissé place à l'hiver, et je ne me suis pas embêté à ramasser les feuilles, ni à accrocher la couronne que Teresa insistait toujours pour mettre. La maison était plus calme maintenant, pas morte, juste apaisée, comme un soupir. Après des années à retenir mon souffle, j'ai rempli mon temps avec des choses simples. Des marches matinales, des réparations de week-end que je remettais toujours à plus tard, cuisiner pour une personne avec une sorte de fierté silencieuse. J'ai appris à pocher correctement des œufs, à équilibrer un carnet de chèques sans vérifier les comptes joints, à m'asseoir dans mon propre silence sans avoir l'impression de m'y noyer. Les gens ont fini par arrêter de parler, ou peut-être que j'ai simplement arrêté de m'en soucier. Teresa a déménagé dans un condo de l'autre côté de la ville,
Un appartement sans âme, de 2 pièces, qui correspondait à son nouveau style de vie. Elle continuait à travailler dans la même agence, bien que sa présence sur les réseaux sociaux se soit calmée après que sa campagne de victimisation ait perdu de sa force. Je crois qu'elle aussi a réalisé qu'on ne peut jouer la victime qu'un certain temps avant que les gens passent à la tragédie suivante. Jeune n'a plus jamais repris contact, ni après le TikTok, ni après la publication où elle remerciait son vrai système de soutien de l'avoir accompagnée dans l'année la plus difficile de sa vie. C'était ironique, d'une manière malsaine. Elle avait transformé l'effondrement de notre famille en un résumé motivant, une leçon de survie qui omettait la partie où elle avait aidé à détruire ce qu'elle prétendait pleurer. Je pensais à elle plus que je ne voulais l'admettre. Pas d'une façon qui me donnait envie d'arranger quoi que ce soit, mais silencieusement, comme un fantôme. Comme quand on perd une dent et que la langue continue de chercher le vide par habitude. Je voyais un père marcher avec sa fille et je ressentais cette douleur creuse, cet instinct de dire « ça, c'était moi », même si ce n'était plus le cas. Cet homme n'existait plus. Cette fille avait choisi un camp et j'avais accepté le verdict. J'ai découvert que pardonner n'est pas la même chose qu'oublier. Je lui ai pardonné d'être jeune, d'être influençable, de s'être laissé entraîner dans l'orbite de sa mère et de ne pas voir le mal avant qu'il ne soit fait, mais je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti en lisant ce message. Papa n'est pas assez intelligent. Ce n'était pas un accident. C'était un sentiment avec des racines. Et une fois qu'on entend ça, ça reste dans les os. Ça change la façon dont on voit tout ce qui est venu avant. J'ai brièvement pensé à la contacter, juste une fois, pour lui dire que je l'aimais encore, même si je ne lui faisais plus confiance. Mais l'idée est passée. L'amour sans confiance, c'est de la pitié. Et je ne cherchais ni à inspirer la pitié, ni à en ressentir. Je cherchais à être libre. Un après-midi, alors que je ponçais les planches de la terrasse, ce genre de travail lent et méditatif qui te laisse les mains douloureuses et l'esprit silencieux, j'ai vu la fille adolescente de mon voisin saluer son père depuis la voiture avant de partir. Il lui a rendu son salut, souriant comme un idiot, et j'ai ressenti un mélange étrange d'envie et de soulagement. Envie de l'innocence, soulagement de ne plus avoir à faire semblant. Je crois que c'est ce que fait la trahison. Elle t'enlève les illusions. Et quand elles partent, soit tu reconstruis, plus fort, plus sage, soit tu restes dans les ruines à maudire l'orage. J'ai choisi de construire. J'ai recommencé à sortir avec des femmes. Rien de sérieux, juste un café, des promenades, des conversations, des femmes au regard doux et aux cicatrices bien à elles. Personne n'essayait de me réparer. Personne n'avait besoin que je sois un pourvoyeur ou un projet. Juste un homme avec une histoire et une chaise en face de la leur. Ça suffisait. J'ai écrit une lettre une fois. Je ne l'ai jamais envoyée. Elle disait tout ce que je savais que Jen ne lirait jamais, même si elle l'avait entre les mains. Je t'ai aimé avant même que tu aies un nom. Je t'ai tenu pendant les fièvres et les cauchemars. Je t'ai appris à faire du vélo, à t'excuser quand tu avais tort. Mais je ne t'ai pas appris quoi faire quand ta mère m'a trahi. Je ne t'ai pas appris comment rester loyal quand ça comptait vraiment. C'est ma faute, mais je ne laisserai pas ça me coûter le reste de ma vie. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien et je vais bien maintenant. Vraiment bien. J'ai brûlé cette lettre dans le brasero du jardin. J'ai regardé les coins se recroqueviller et noircir jusqu'à ne plus être que des cendres. Ça ressemblait à une clôture, ça ressemblait à la paix. Alors non, il n'y aura pas de seconde chance, ni pour Teresa, ni pour Jen, ni pour quiconque m'a regardé, comme si j'étais jetable. Je leur ai donné des décennies, elles m'ont donné du doute. Je leur ai donné de l'amour, elles m'ont donné des mensonges. Et je suis parti avec la seule chose qui m'appartenait encore, ma dignité. Et maintenant, pour la première fois depuis très longtemps, je me sens enfin complet. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.